Bonsoir à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur le Maybe Planet. Alors ce soir, on vous propose une émission quand même exceptionnelle, j'ai pas peur des mots, puisque nous avons la chance d'accueillir sur notre chaîne Roger Baldacchino, qui est le patron du GEPAN, et Ludivine, qui est le patron de la commission Sigma 2. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup, bon. Malgré l'aspect distance. Très bien, Pascal, et merci pour cet accueil chaleureux comme d'habitude. C'est vraiment, je le dis, c'est vraiment un grand plaisir et un honneur de vous accueillir tous les deux dans cette émission du Maybe Planet, puisque ça va nous permettre justement de pouvoir discuter de vos organismes, des complémentarités de vos organismes, et puis peut-être aussi des petites différences que vos organismes peuvent avoir. Alors en off, on commençait et c'est vrai que je vous disais, est-ce que on peut vous présenter comme des organismes de recherche institutionnelle? Et là, M. Baldacchino me disait non, c'est pas tout à fait ça, et c'est un point qu'il va falloir éclaircir. Alors, monsieur Baldacchino, je vous propose de commencer justement en expliquant aux spectateurs ce qu'est le GEPAN et quels sont ses rôles et ses objectifs. Je vous remercie de commencer par cette question parce que c'est souvent un problème important de méprise, et nous aussi on utilise une méprise dans les recherches, mais c'est une méprise de compréhension de ce qu'est le GEPAN. Et effectivement, le GEPAN, c'est d'abord un service du CNES, du Centre national d'études spatiales. Donc je resitue parce que c'est une distinction par rapport à par exemple des associations, et en aucun cas une valorisation ou dévalorisation de l'un et de l'autre, mais simplement un rôle et un statut qui est différent et qui confère un rôle particulier. Le CNES, c'est des études, c'est pas le CNRS. Donc, je ne suis pas un centre de recherche, je suis un centre d'études. Et quelle est la notion de différence entre études et recherche? C'est études sur des observations qui nous ont été amenées sur du territoire français et non pas recherche sur des cas inexpliqués. Donc, effectivement, nous, on est au début de l'analyse dans le phénomène des pans, le phénomène des ovnis. Moi, j'ai pas peur de parler d'ovnis, puisque beaucoup de gens qui viennent nous voir nous parlent d'ovnis. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est dans notre méthode, on parle de pans parce qu'on n'est pas sûr que c'est un objet volant. Voilà, c'est tout. C'est modestement et c'est pas simplement pour faire de la technique. Donc, notre méthode, on parle de pans. Et effectivement, on est au début de l'observation. Et ce que cherche à faire le CNES par des études, c'est l'analyse de l'observation pour voir s'il y a des phénomènes connus qui peuvent l'expliquer. Et vraiment, je suis là-dedans. Et quand on ne sait pas expliquer, on le dit. Et il y a quand même plus de 40% des cas qu'on ne sait pas expliquer, soit parce que il y a le contenu qui est pas assez exploitable, soit parce qu'on a bien vérifié et on tombe sur des cas inexpliqués. Et dans ce cas-là, notre mission s'arrête. Et c'est là souvent la mécompréhension, c'est qu'effectivement, je peux comprendre que les gens soient déçus parce que nous, on ne fait pas d'études complémentaires sur des cas que l'on a qualifiés de D, mais qui sont aussi intéressants que des cas que l'on a expliqués. Et c'est là où justement l'intérêt qu'on a des liens communs avec Luc, où justement on peut travailler en commun dans la continuité. Donc je te laisse peut-être la parole, Luc, si tu veux. Oui, Luc, alors Luc, vous le connaissez un petit peu parce qu'on a eu la chance de discuter ensemble dans le cadre d'une table ronde que nous avions fait lors de la sortie du documentaire de Dominique Filol, pas celui sur le GEPAN, celui d'avant, OVNI, une affaire d'État, et on avait accueilli Luc dans le cadre d'un colloque qui avait été organisé, où il nous avait parlé, et c'était passionnant, de différents cas observés et traités par le Sigma 2, justement. Oui, absolument. Effectivement, tu as bonne mémoire. Alors, pour répondre à la question et rebondir d'ailleurs sur les références que tu fais au colloque, bon, l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France, comme son nom l'indique, c'est une association. D'accord? Donc, ce n'est pas une institution en tant que telle. Sa vocation, c'est quoi? C'est au fond de réunir des experts et une expertise du monde institutionnel et du monde industriel, voire recherche, pour travailler, réfléchir à un certain nombre de thématiques. Alors, on pourrait appeler ça une société technique ou une société savante. Bon, savant,
ça fait un peu prétentieux quand même. J'ai toujours beaucoup de mal, enfin je le dis avec humour et entre guillemets, donc ça passe mieux, mais on a, pour parler anglais ou franglais, c'est un peu comme un think tank, d'accord? Ouais, Sauf ouais. qu'on mène pas des missions rémunérées. On travaille bénévolement et c'est vraiment, on va dire, l'intérêt, l'amour de l'aéronautique et de l'astronautique qui réunit donc cette population. Il y a des membres institutionnels, comme le CNES en l'occurrence d'ailleurs, la DGA, DGAC, etc. Il y a des groupes industriels et puis il y a des adhérents qui sont là à titre individuel. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut mener un certain nombre de travaux d'études limités dans la profondeur et dans le temps, parce que les gens ne sont pas là à temps plein, bien évidemment, sur différentes thématiques. Et ce sont des thématiques multiples que sont la propulsion, l'aérodynamique, les équipements aéronautiques, etc., les matériaux, qui font qu'on a en fait toute une base de connaissances et de compétences qui peut être utilisée au travers donc de commissions techniques spécialisées sur des thématiques telles que celles que j'ai citées, ou au contraire sur des thématiques transversales. Alors, il y a une commission technique, par exemple, qui s'occupe de stratégie et d'affaires internationales, et puis il se trouve qu'il y en a une qui s'occupe de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et dans ce cadre-là, effectivement, la question qui est posée, le mandat qui nous est donné, c'est au fond d'essayer de cerner le sujet, de réfléchir à ce que peuvent être ces phénomènes, de mener quelques travaux pour suggérer éventuellement des voies de recherche approfondies, parce qu'il y a des organismes de recherche qui pourraient s'y intéresser, de regarder aussi les problèmes d'observation. C'est ainsi que, bon voilà, en 2014, le président Scheller m'avait demandé de rédiger un mandat pour la commission Sigma 2, en l'occurrence, donc deuxième génération en quelque sorte, recentrée sur les techniques et la science. Et donc on avait défini quelques axes de travail, parmi lesquels des recherches de nature internationale au sens l'identification des organismes compétents et des bases de données. Voilà. Où y a-t-il de l'expérience sur cette planète dans ce domaine? Où y a-t-il des cas, des bases de données intéressants? Ensuite, de s'intéresser au travers, je dirais, de ces recherches à établir des contacts et des liens pour obtenir donc les informations qui sont intéressantes pour travailler sur des cas, étude des cas, de l'étude des cas, des travaux sur la physique, et puis comment parfaire le recueil d'informations, comment réfléchir aux techniques d'observation. Voilà notre domaine, mais nous n'avons pas, et pour conclure sur la question, nous n'avons pas de mandat donc institutionnel. Il pourrait se faire qu'il y ait une question qui soit, je dirais, de nature X ou Y, pour lesquelles la 3AF et donc la commission reçoivent un mandat. C'est pas le cas aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a une commission optronique, par exemple, qui a un mandat de la DGA pour réfléchir à un certain nombre de problématiques sur les aspects industriels optroniques, puisqu'un certain nombre d'industriels sont réunis. Voilà. Donc c'est un peu long, et ça permet de fixer les choses. Voilà, du GEPAN, parce que le GEPAN, lui, a un rôle institutionnel, avec son périmètre, et que Roger rappellera certainement, et nous sommes complémentaires dans les questions qui sont des questions d'études particulières, d'études de cas. La base de données du GEPAN nous étant bien entendu ouverte, et donc nous intéresse pour exploiter les cas français. Alors, c'est vrai qu'avant de rentrer justement dans ces questions des sources et autres, moi j'avais quand même une question que je voulais poser à M. Badatino et à Luc. Je vais commencer par M. Badatino. Comment arrive-t-on à prendre la tête du GEPAN? Est-ce que c'est un service que vous connaissiez? Comment c'est M. Agut qui vous appelle, qui vous connaît, qui vous dit bah il y a ce poste qui se libère, ça peut t'intéresser? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que alors on peut parler de la série rapidement de Canal+, mais voilà, est-ce que vous êtes tous retrouvés comme un Didier Mature ou vous connaissiez déjà le service? Alors il y a une référence dans la série, c'est que je reviens effectivement moi de Guyane, mais j'ai pas participé à un échec et je suis pas mis de côté particulièrement à cause de ça. Ce qu'il faut voir, c'est pour ça que j'ai resitué, le GEPAN est un service
du CNES qui est connu dans le CNES. C'est pas une entité rattachée au CNES. C'est un service à part entière. Je suis dans la direction des services orbitaux. J'ai une fonction d'expert senior et de chef de service en même temps. Donc, je suis dans l'institution du CNES et moi, ça fait 30 ans que je suis au CNES. Donc, on postule, le poste est ouvert en interne. Il n'est pas ouvert en externe. Donc, effectivement, nous, on a des coopérations externes, mais il n'est pas ouvert en coopération externe, parce que j'ai un statut CNES et je suis donc ingénieur d'actifs du CNES. Donc, ce poste est ouvert. Bien entendu, il y a un certain nombre de candidats. Dans mon cas, pas dans mon cas particulier, mais dans le cas récurrent, ce poste est intéressant. Et nous, entre autres, il y avait à peu près 8 candidats qui étaient arrivés en shortlist, ce qui est quand même déjà beaucoup, 8 candidats en shortlist, et donc qui ont fini, donc la sélection a fini par en choisir un. La nuance, c'est que effectivement, c'est un poste où, par exemple, moi, mais Monsieur Agut, mon prédécesseur non plus, nous ne sommes pas des experts du phénomène OVNI. Nous ne sommes pas des ufologues du tout. En revanche, il y a des prédispositions par rapport à ce qu'il y a à faire au niveau du GEPAN et par rapport à l'intérêt du domaine. Donc, il y a les deux aspects. Bien entendu, dans l'intérêt du domaine, j'avais un intérêt par rapport à ce domaine, mais qui éventuellement, nous, peut être aussi un doute. Parce que il faut pas que ça soit quelqu'un qui soit absolument convaincu d'un côté ou de l'autre du type de phénomène, mais quelqu'un qui est intéressé par dire, tiens, voilà un phénomène intéressant et qui nécessite d'apporter des réponses à du public, puisque notre rôle, c'est ça. Donc moi, ce que j'ai vu comme intérêt, c'est que mes compétences passées, c'est-à-dire essentiellement chef de projet, manager, j'ai des fonctions de direction, mais des compétences de manager et de chef de projet, je manage un réseau au GEPAN. Même si le service est tout petit, on a un petit service CNES, mais on manage un réseau d'enquêteurs, on a interface avec des experts, un réseau d'experts avec dont Luc fait partie, des interfaces institutionnelles, de l'armée, la DGAC, Météo France. Donc il faut certaines représentation et représentativité et compétences dans gestion d'interface. Et c'est ces compétences-là d'un nouveau candidat peut apporter. Après, il faut voir quel est le rôle qu'il a. Et donc, moi, de la manière dont j'ai compris et dont je gère le rôle d'un responsable du GEPAN, actuellement, je le mets plus, non pas comme un expert, donc je dis clairement que je ne suis pas un expert du domaine, mais par contre, comme quelqu'un qui a une vraie volonté de pérenniser et d'améliorer, s'il le peut, ou en tout cas de le maintenir, l'étude, l'analyse et les informations sur ce domaine, parce que le CNES considère depuis 40 ans, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts, que c'est un domaine qui reste intéressant. Et c'est ça que c'est une spécificité intéressante. On aurait pu dire, effectivement, le GEPAN ne sert à rien, on le ferme, etc. Non, on considère que le fait de se poser ce genre de questions est une vraie question. Maintenant, je pense que plus personne se pose la question, est-ce qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas compris ou pas? Oui, il y a des phénomènes qui ne sont pas compris. Et donc, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui l'étudient de manière pragmatique et avec des méthodes techniques. Donc, moi, quand j'ai postulé, c'est parce que mon prédécesseur, Jean-Paul Agut, m'a expliqué dans le détail la méthode et que ça m'intéressait. Et d'un autre côté, j'étais pas non plus un expert pour faire de la recherche de phénomènes extraterrestres, c'est pas du tout notre domaine. Donc à partir de là, ça montre que il peut y avoir un intérêt scientifique parce que je peux apporter des compétences initiales, même si c'est dans un domaine dont je suis pas le spécialiste. Par contre, bien entendu, entre les experts et les enquêteurs, j'ai des spécialistes et j'ai des experts du domaine depuis longtemps. Alors j'ai une petite question parce que c'est vrai que ça doit quand même, ça doit être particulier de dire, mais là, je vais prendre un service où je vais dire aux gens, je m'occupe des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés, avec tout le folklore et l'image d'Épinal que ça peut avoir à l'extérieur. Et puis surtout, il y a un rôle médiatique. On sait que les relations avec les médias et avec l'ufologie privée n'a pas toujours été simple avec le GEPAN. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, Monsieur Agut, vous avez alerté ou c'est quelque chose que vous appréhendiez un petit peu, cette médiatisation à venir? Donc c'est quelque chose où j'étais informé, mais où j'ai été surpris. Clairement, je m'y attendais pas à ce point-là. Donc effectivement, c'est une difficulté et un intérêt.
Donc moi, je suis pas quelqu'un de médiatique. C'est le premier poste où j'ai un rôle médiatique. Quand j'étais au Centre spatial guyanais, parce que j'ai fait plus de 15 ans au Centre spatial guyanais, j'ai eu à passer à la télé, mais c'est dans des domaines d'information, d'explication, ce que c'est qu'un lanceur, d'un lancement, parce qu'on faisait de l'information locale, mais et où j'étais dans mon domaine d'expertise. Là, je suis pas dans mon domaine d'expertise. C'est là la nuance, justement. En revanche, je suis dans une représentation d'une méthodologie et d'une institution, le CNES. Donc effectivement, j'ai été un peu surpris. Surtout, ça m'a pris sur un aspect réseaux sociaux où il y a de tout, mais ça c'est un cas général, c'est pas spécifique avec le GEPAN. Et du coup, au départ, je le prenais un peu toujours qu'au premier degré. Et en revanche, il y a de nombreuses critiques qui peuvent être justifiées parce que justement, il y a une méconnaissance. Donc, mon point de vue, lorsque j'ai pris le poste, c'est que j'ai dit, dans un premier temps, il faut que je comprenne et que je voie l'étendue du domaine. Et mon rôle sera d'expliquer. C'est pour ça que, par exemple, on vous remercie de nous inviter. Ce soir, je suis là. C'est d'expliquer quel est notre rôle en toute simplicité et en même temps en affirmant véritablement nos méthodes. Donc effectivement, c'est surprenant l'aspect média, mais c'est par exemple les journalistes aussi. Maintenant, je considère, enfin, j'ai peut-être pas connu avant, mais actuellement l'attitude de journaliste est très positive, c'est-à-dire c'est des gens qui contrôlent, qui vérifient. On n'est pas pris. Enfin, moi, j'ai pas eu d'interview où les gens se moquaient de nous. Enfin, il n'y a eu que même s'il peut y avoir de la critique, mais c'est de la critique positive, constructive, et du moment que ça se passe comme ça, c'est très intéressant. Au contraire, c'est très motivant. Bon, et en plus, vous êtes arrivé au moment où cette série sur Canal+ est sortie et a mis quand même un sérieux coup de projecteur sur ce service-là, qui reste malgré tout assez mal connu du grand public, en fait. Hein, il faut le dire. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai que c'est pas spécialement évident, j'imagine. Alors justement, on en parlera peut-être tout à l'heure, savoir si cette série a augmenté justement, à orienter les gens à vous donner des témoignages supplémentaires. Alors, toi, Luc, c'est un petit peu différent puisque tu es le patron de Sigma 2, donc il y a eu Sigma, qui était géré, si je ne dis pas d'erreur, par Alain Boudier à l'époque. Hein. Alors, toi, c'est toi qui as décidé de l'appeler Sigma 2. Comment ça s'est fait, en fait? Tu voulais un petit peu changer d'objectif? Je vais juste remonter un tout petit peu le temps pour je dirais, mieux répondre à ta question. D'abord, je suis arrivé un peu par hasard à la commission Sigma. Par hasard et pas par hasard. Pourquoi ? Parce que l'environnement de la recherche, les phénomènes évoluant dans la haute atmosphère, dans l'espace, j'ai travaillé là-dessus il y a longtemps. Je suis à l'origine un ingénieur aéronautique et j'ai travaillé donc pour la DGA. Je suis un ingénieur en chef de réserve et j'ai travaillé en particulier sur des choses comme... Juste Luc, on va rappeler ce qu'est la DGA, la Direction Générale de l'Armement, hein, c'est ça vous permet ? Oui, voilà. Qui a des rôles multiples, en particulier de conduire les grands programmes d'armement, de faire un certain nombre de recherches avancées dans le domaine, et aussi d'intervenir dans les exportations d'armement et de systèmes de défense, puisque c'est soumis totalement au contrôle de l'État. Voilà. Alors, dans ce domaine-là, j'ai travaillé sur ce que l'on appelle les signatures, les rayonnements de missiles, donc des choses évoluant très très vite, très haut dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, pour tout dire, j'ai eu l'occasion de travailler en liaison avec le CNES à l'époque, avec Jean Gruot, qui était... que je connais, bien sûr. Voilà, que j'ai connu. J'ai mené des missions à Kourou et j'ai mené des missions à Kourou sur les recommandations et les ordres de Yves Sillard, à l'époque, qui était le délégué général pour l'armement. Donc, comme quoi, l'histoire se reboucle. Et alors maintenant, je vais en venir à Sigma. C'est par le plus grand des hasards, en fait, que j'ai rejoint la commission, tout simplement parce que un soir sur l'autoroute, avec quelques amis, je ne conduisais pas, donc je regardais le ciel, c'était nuit, puis j'ai aperçu une espèce d'objet lumineux, en tout cas une tache lumineuse se déplacer. Bon, j'ai eu l'occasion de voir des missiles en phase propulsée, des fusées, des rentrées atmosphériques, mais ça correspondait pas exactement. C'était non pas une hallucination, mais une espèce de reflet parasite. Sauf que mes amis dans la voiture ont vu la même chose. Ça a duré une dizaine de secondes. Alors évidemment, on a été très excités. Arrivé à destination,
nous discutons avec d'autres amis, d'ailleurs j'en parlais avec eux le week-end dernier, et ils me parlent du rapport Cometa, que j'ignorais totalement, mais alors totalement. Et alors, évidemment, je cherche ça immédiatement sur Internet, et je découvre ce rapport, avec un préambule, autant que je me souvienne, du général Norlin. Je vois le nom d'Yves Sillard et d'autres personnes tout à fait remarquables. Et je me dis, mince, cette histoire-là a l'air d'être sérieuse. Bon, parce que pourquoi s'intéresse-t-il à ce sujet quand même? Donc voilà, ce rapport était captivant. Je connaissais le GEPAN, de nom, même si je ne m'étais pas intéressé au PAN à l'époque. Et donc, j'ai pris contact immédiatement et j'ai fait un compte-rendu d'observation. Voilà, ça c'est le premier contact. Revenant quelques temps plus tard à Paris, j'ai discuté avec le président Scheller et j'avais lu quelque part une lettre qui est la lettre 3AF dans laquelle il y avait un article sur les pans et Jean-François Clairvoy, qui est évidemment quelqu'un d'illustre, avait attiré mon attention et donc je dis au président Scheller, mais il y a cette commission là, comment peut-on s'en rapprocher? Donc voilà l'histoire, j'ai rejoint Sigma de cette façon-là. Simplement, et pour conclure, je vous ai expliqué tout à l'heure les thèmes de nos travaux, et le président Scheller avait demandé que l'on refonde en quelque sorte la commission. Elle avait le mérite d'exister, et c'était à l'initiative du président Scheller et d'Alain Boudier, il faut dire les choses comme elles sont, qui a été pionnier dans la création de cette commission. Simplement, il y a eu un souhait très net de la 3AF de recentrer les travaux sur des problématiques techniques et scientifiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé un mandat et qu'on a baptisé la commission désormais Sigma 2. Voilà. Et partant de ce mandat, eh bien, on a relancé les travaux et on a recruté également. Donc, nous avions un certain nombre de piliers et de gens qui avaient vraiment une culture scientifique remarquable, parmi lesquels le docteur Paul Kunzmann, qui nous a quittés l'an dernier, à peu près, enfin un peu avant d'ailleurs l'émission que nous avions faite. Et nous avons pu depuis enrichir la commission de nouvelles compétences. Et donc vraiment, voilà, on creuse le sujet de cette façon-là. Donc pour ma part, ça a été à la fois le résultat d'un intérêt pour les sciences, les phénomènes un peu curieux, l'observation du ciel. J'ai travaillé avec les Américains sur les rayonnements de la haute atmosphère, par exemple. Et puis, cette opportunité est le fruit du hasard, un week-end, de voir quelque chose d'étonnant. Voilà. Voilà, mais effectivement, bon voilà, je trouve que c'est intéressant et vous l'aurez compris en écoutant M. Badassino et Luc, voilà, on n'est pas dans le mythe de Fox Mulder, loin de là, effectivement. Je conseille aussi aux amis qui regardent cette émission, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, M. Badassino et Luc, mais il y a le livre de Robert Roussel qui s'appelle Les oubliés de la science, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2015, je crois, ou peut-être un petit peu plus tard. Et je trouve que c'est un livre très très intéressant. Déjà, Robert Roussel est un journaliste d'excellente qualité. Et j'admets que j'ai appris beaucoup de choses justement sur la création du GEPAN, sur la création de Sigma 2. Et si vous voulez creuser un petit peu l'historique de ces organismes, moi je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce livre. Personnellement, moi, c'est un des livres de référence que j'ai lu en venant au GEPAN, puisque effectivement, comme je vous ai dit que j'étais pas un expert, j'ai beaucoup lu différents livres et ça fait partie des livres tout à fait intéressants et factuels et tout à fait. Monsieur Roussel est positionné comme ça. Ouais. Oui, pour ma part, effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement avec Robert Roussel à l'époque où il écrivait, alors ce livre ou le précédent, je ne sais plus très bien, et donc j'ai dû le lire probablement l'été 2015. J'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, au fond, l'intérêt qu'il portait d'une part aux travaux français et au GEPAN dont il relate les travaux directeur après directeur avec beaucoup de minutie. Et puis évidemment, il avait eu l'amabilité d'interviewer bien sûr Alain Boudier, mais il m'avait contacté en tant que nouveau président, et donc on avait pu apporter un certain nombre d'éclaircissements sur les inflexions qui étaient apportées aux travaux de la commission, et bien entendu d'autres sont intervenus, Jean-François Clairvoy, Patrick Baudry, etc. Et le problème qui se posait à l'époque et que soulevait Robert Roussel, c'était au fond le manque d'intérêt des journalistes pour le sujet,
sujet qui était souvent traité dans le domaine télévisuel sous un angle ironique. Et nous avons, pour notre part, au niveau de Film 2, toujours eu, non pas une méfiance, mais des précautions initiales par rapport au contact qui était pris par certains journalistes pour certaines émissions qui, au fond, étaient assez décevantes à l'arrivée parce que dérivant beaucoup sur le fantasme, sur l'extraordinaire. Alors qu'il faut dire les choses comme elles sont, et là j'ai envie de rendre hommage, enfin de le faire, je le fais de temps en temps, mais personnellement j'ai apprécié d'ailleurs l'émission qui avait été faite avec Marc Ménan sur Vent Positif, où il avait posé des questions tout à fait intéressantes et posé le débat sérieusement. C'était déjà un premier pas, c'était en 2018, et quand en 2019, Dominique Filleul est venu nous voir en nous disant voilà mon projet, sachant en plus que voilà, il y avait des personnes de la communauté française, mais il y avait également Alain Juillet, que j'ai eu l'occasion de connaître par ailleurs, qui est quand même une référence dans d'autres domaines que les pompes, bien entendu. Je me suis dit, cette affaire semble intéressante et sérieuse, et vraiment, il y a eu une impulsion dans la communication, cette espèce de rendez-vous entre l'actualité américaine et ce qu'on fait en France, tout à fait intéressante. Donc, mais Robert Roussel a aussi apporté sa contribution, et c'est bien de faire référence, oui. Ouais. Alors juste, alors Robert n'a pas écrit 2 livres, hein, puisqu'en fait il y a une première version qui s'appelle Les Oubliés de la science et une deuxième version 1947-2017, je crois, Le Déni. Alors en fait, Le Déni, c'est le même livre, simplement c'est une version augmentée. Donc faites attention, si vous avez déjà Les Oubliés de la science, si vous achetez Le Déni, bah, vous aurez 1 ou 2 chapitres en plus, mais vous aurez le même livre, donc faut faire attention. Voilà, c'est juste ça, effectivement. Oui, alors je le disais tout à l'heure. Il y a quand même une spécificité française, puisque je crois qu'il n'y a qu'en France où on a un service dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés, et puis une structure, on va dire plus privée, qui s'occupe aussi de ce phénomène. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a aucun autre pays qui dispose de telle structure en interne. Sur l'aspect institution publique, le CNES, qui est une institution publique, je pense que ce qui est la spécificité, c'est ça, c'est que nous sommes un organisme d'État non militaire. Il existe d'autres organismes, et il y a eu d'autres organismes, autres qu'associations, parce que bien sûr, il y a eu plusieurs associations dans le monde qui ont fait du bon travail, enfin, qui sont intéressées, qui font des bons travaux là-dessus. Mais par contre, en termes d'organismes officiels, les autres organismes officiels qui ont pu exister ou qui existent encore ont une compétence militaire. Ce qui n'est pas le cas du CNES. Et donc ça, moi, je trouve que c'est la spécificité. Et donc, quand je résume la spécificité du GEPAN, c'est d'abord parce que c'est un service du Centre national d'études spatiales civiles, dont son rôle est d'étude des observations en France, et c'est là que c'est limitatif, là on est tout à fait d'accord par rapport aux autres. Donc c'est une spécificité, mais à petite échelle, puisque donc nous ne sommes pas à une échelle internationale, ce que peut faire par contre Luc, on en parlera après. Donc nous on est à une échelle de France, et la spécificité aussi qu'il faut reconnaître au GEPAN, quelles que soient les évolutions du GEPAN qu'il ait eu, c'est la pérennité. C'est la seule base au monde qui, depuis 40 ans, a été maintenue. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est extraordinaire et tout est fantastique, mais je pense que dans ce domaine, l'intérêt de l'archivage et de la mise à disposition des informations est important, parce qu'il faut avoir du concret, il faut avoir des informations, des témoignages. Dans le phénomène des PAN, on est intéressé par les témoignages, et c'est par des recoupements et par des multiplications de témoignages qu'on arrivera peut-être à mieux comprendre certaines choses. Donc la base est quand même l'enregistrement, l'observation, l'analyse, et ça c'est la spécificité du GEPAN. Quelles qu'en soient les limites, c'est une spécificité vraiment qui a été maintenue, et je considère par tous mes prédécesseurs, qui a été évolué dans la forme, dans la méthodologie, et en plus, l'autre spécificité qu'on pourrait dire aussi, puisqu'on s'aperçoit par exemple avec le monde américain, c'est que c'est en ce moment on diffuse certaines choses, sauf que au moins depuis 2008, mais on a la base de données ouverte, mais même avant, le GEPAN était totalement ouvert, public. On publiait pas forcément, mais depuis 2008, on publie. Et donc ça, c'est une spécificité. Et on publie jusqu'à dire on ne sait pas. Et donc, ben voilà, on confirme, nous, qu'il y a des phénomènes non expliqués.
ce que viennent de faire les Américains maintenant dans certains cas qu'ils sortent. Mais voyez la spécificité. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que on ne traite pas particulièrement nous des cas militaires puisque je suis sur des cas civils. Il se pourrait, et il y en a eu quelques-uns qui ont été signalés, mais sinon, effectivement, je suis pas dans le domaine militaire. Par contre, l'aspect avantage de pas être dans le domaine militaire, c'est ça me donne actuellement une opportunité de transparence dans nos méthodes, dans la publication que l'on a, et même si on a de très bonnes interfaces, on a des interfaces avec militaires, il n'y a aucun contrôle de type j'interdis d'eux. Voilà, donc c'est. Oui, il n'y a pas de classification. Voilà, non, donc c'est bien le CNES qui publie. Par contre, on est en connaissance de cause, bien entendu, on connaît bien les investigations. Mais j'insiste sur ce point, par exemple, un point intéressant à dire, dans les relations que j'ai avec les militaires, donc le CNOA, le Centre des opérations, c'est dans la recherche d'investigation, on peut leur demander des traces radars, et ils sont capables de nous dire, oui, il y avait des traces radars, y compris c'est des radars, des traces d'avions militaires, mais à ce compte-là, la transparence étant, ils me diront, en revanche, c'était une opération militaire, on vous confirme qu'il y avait un avion, ou on vous confirme qu'il n'y en avait pas, mais l'information de confirmation est importante pour moi. Et bien entendu, je respecterai un aspect confidentialité de dire, je n'indique pas le type d'opération militaire. Mais par rapport à l'investigation d'un pan, l'information est importante. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'on peut même travailler sur des domaines en interface sensible, mais comme moi je suis sur un sujet qui lui n'est pas sensible, puisque justement la différence c'est que la France a considéré que le sujet OVNI appelé PAN n'est pas un domaine sensible et c'est pour ça que c'est le CNES qui le traite. Ce n'est pas considéré comme un domaine pour la sécurité. Donc c'est un peu pour ça que le CNES point central permet d'ouvrir vers DGAC, vers Météo France, vers l'armée, mais en aspect civil. Et je pense que c'est ça la spécificité. Et par contre, à cause de cette spécificité, je ne peux pas aller à l'étranger. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les relations, je n'ai pas les protocoles qui pourraient être ouverts globalement. Voilà. Donc il y a les avantages et les inconvénients. Ouais, c'est certain, effectivement. Mais alors, juste que je comprenne bien, si par exemple, effectivement, parce que c'est vrai que souvent, nous, chercheurs, bon, on a le flight radar, on a des choses assez limitées, mais c'est vrai que les traces radar, on n'en a pas. Si il est confirmé que c'est un avion militaire, vous n'allez pas pouvoir toujours. Je pourrais le dire. Si je pourrais dire, voilà. Il y avait un avion militaire, mais je ne vous dis pas quelle était sa mission. Voilà. Oui, d'accord. Et ça, c'est normal. Ah oui, oui, non, mais on a établi depuis, et ça, quand je dis on a établi, c'est pas moi particulièrement, hein, c'est mes prédécesseurs depuis longtemps. Et dans le COPEPAN, vous savez qu'on a un comité de direction du GEPAN, où des représentants de l'armée de l'air participent au même titre que la Météo France, des GAC. On a des représentants militaires, et justement, du fait que nos missions sont claires et précises, on a une franchise et une coopération. Et que moi je respecterai tout en disant mais j'appelle pas ça du secret au sens je ne cache pas d'informations mais je peux confirmer oui il y avait une trace radar ou non puisque j'aurais aucun intérêt à ne pas le dire si c'était la réalité. En revanche ils ont tout à fait compris et ils coopèrent avec nous qu'il est important de nous donner une information si oui ou non et non pas de nous dire ah on vous répond pas parce qu'il y a quelque chose. Le répondre pas ça me gêne. Et or là je peux garantir que j'ai des cas concrets où ils m'ont répondu on vous confirme c'est un entraînement militaire mais on vous dira pas dans quelles conditions mais c'est ça que vous avez observé. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Ça, c'est un vrai avantage. C'est un vrai avantage parce que voilà cette structure qui est rattachée au CNRS mais les militaires ont confiance pour donner des informations qu'ils ne pourraient peut-être pas donner à des structures privées, quoi, où ce serait compliqué de. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un accord, il y a une confiance qui est installée. Ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, et Luc, c'est aussi une question, parce que c'est vrai qu'il existe des structures, par exemple, je pense, je ne sais plus si c'est au Chili ou au Pérou qu'on a le CEFAA, mais là, c'est militaire. On sait qu'au niveau des États-Unis, bon, il y a des structures, Blue Book. Il y a aujourd'hui l'UAPTF, puisqu'elle a été officialisée le 15 août de l'année dernière. Mais est-ce que Sigma 2 a des équivalents, je dirais, par rapport au fait d'être attaché à une structure comme la 3AF? Parce qu'il y a des structures privées, ça oui, mais est-ce que tu as des équivalents ailleurs dans le monde, toi? Je réfléchis. Il n'y a pas forcément d'équivalent direct. D'abord parce que, enfin, on a au sein de la commission, en fait, je dirais
un groupe qui est assez multiforme de par ses origines. Il y a effectivement des anciens du ministère de la Défense, des ingénieurs militaires. On a plusieurs officiers de l'armée de l'air, dont un général qui est intervenu plusieurs fois, spécialiste de défense aérienne. On a un amiral également, ancien pilote. Donc voilà, il y a, je dirais, un environnement qui a connaissance, bien entendu, des institutions. Notre rôle n'est pas un rôle institutionnel. Nous n'avons pas de mandat, donc on ne travaille pas sur demande de l'armée de l'air ou de tout autre organisme. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a, je dirais, aussi un certain nombre de membres de l'équipe qui viennent du monde de la recherche également. Donc, on sait dialoguer si besoin est, ou comprendre, avant même de parler de dialogue, comprendre des problématiques sous l'angle défense, sous l'angle recherche. S'agissant de l'exemple qui était cité par Roger, d'une trace radar et d'un objet réputé inconnu et qui en fait est identifié, c'est une mission militaire, c'est un appareil militaire, mais la mission en tant que telle n'est pas dévoilée, pour des raisons de confidentialité évidentes. Bon. Eh bien, dans notre domaine, d'une part, on comprend tout à fait, je dirais, cet état de fait. On peut très bien imaginer certains types de missions. On travaille évidemment parce qu'on a des gens qui ont ces spécialités-là sur des problèmes de détection radar, de détection infrarouge, etc. Et donc, on est à même aussi d'imaginer, par exemple, quelles sont les problématiques ou les spécificités qui vont être celles, par exemple, de missiles hypersoniques. Peut-on confondre un missile hypersonique avec un objet volant non identifié? Peut-on confondre un drone? Quelles sont les capacités cinématiques des drones? On a un spécialiste de missiles qui nous a fait des simulations et qui a restitué les performances de drones à capacité extrême en termes de cinématique. Donc voilà, je dirais, les expertises qu'on peut mettre en jeu. Alors maintenant, pour revenir à l'aspect international, il y a des équivalents. Alors le CEFA, effectivement, était dirigé par un général, qui est le général Bermudez, qui a pris sa retraite. Je n'ai pas le nom en tête du nouveau patron du CEFA. Et le CEFA est un organisme qui dépendait de l'aviation civile, hein, chilienne. Alors, il peut y avoir des spécificités. C'est un organisme institutionnel, tout comme le GEPAN, en l'occurrence. Après, aux États-Unis, si on met à part évidemment les laboratoires institutionnels, l'USAIR, etc., il y a un organisme avec lequel on était en contact qui était le NARCAP. Et le NARCAP, effectivement, avait un certain nombre de, je dirais, de contributeurs, alors plutôt d'origine civile, j'ai pas rencontré d'anciens militaires, mais tout à fait remarquables, pointus, des anciens de la NASA, donc des gens tout à fait sérieux avec lesquels on pouvait discuter. Bon, il y a un organisme, enfin une organisation qui s'appelle le SCU, qui a, bon, je dirais, un intérêt scientifique pour le sujet. On a un peu plus dans le privé, là, peut-être, quand même. Oui, qui est vraiment dans le privé. Je dirais, la particularité de la 3AF, au fond, c'est d'être une association qui est nourrie de compétences qui viennent du domaine public, du domaine privé, et qui réunit vraiment, voilà, un concentré d'expertise pour traiter un certain nombre de sujets un peu étonnant, un peu pointu. Voilà, c'est ça qui fait son ADN. Et pour terminer, l'une des particularités effectivement de Sigma 2, c'est d'avoir la possibilité de traiter également, à la demande d'organismes étrangers, de traiter de cas qui nous sont soumis. Et on le fait en général au travers d'un accord, c'est-à-dire qu'on a un accord qui est un accord de confidentialité. Il y a des règles à respecter. Voilà. Oui, voilà, oui. Les données, on va les exploiter. On rend un rapport préférentiellement et prioritairement vers l'organisme qui nous a mandaté, ça paraît normal, voilà. Normal, et ça, c'est une règle qui est une règle dans notre fonctionnement. Et de la même façon que quand certains d'entre nous font partie du collège des experts du GEPAN, c'est une participation à certains travaux qui ne nous appartiennent pas, qui sont sous la responsabilité du GEPAN. Donc là, on n'est plus dans le domaine de l'association en tant que telle, on est dans le service rendu à l'institution. Et voilà, mais ça se passe très bien et on a aussi, je dirais, le sentiment de travailler de la même façon.
Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit en préambule, mais bien sûr, vous connaissez. Voilà, hein, vous travaillez ensemble sur. Mais en fait, là, tu as répondu justement à la question que je voulais poser. Effectivement, alors je vais la poser à Monsieur Badassino, c'est les sources d'informations, enfin comment les informations vous remontent par rapport au cas que vous allez traiter. Alors, vous, Monsieur Badassino, au niveau du GEPAN, je crois qu'il y a deux sources principales, c'est le site et la gendarmerie, c'est bien ça? Je ne le présenterai pas tout à fait comme ça. La gendarmerie, ça c'est sûr, et c'est pas le site, c'est les contacts directs. Parce qu'en fait, le site, c'est plutôt nous qui publions sur le site et on donne nos coordonnées sur le site. Mais effectivement, il n'y a pas une saisie, mais c'est une question qui était intéressante parce que c'est une des possibilités d'évolution auxquelles on a réfléchi. Mais c'est pas sur le site que l'on saisit. Le site n'est que informatif et sur le site, on trouve notre mail et notre numéro de téléphone. Donc les deux sources d'information, en fin de compte, c'est du mail et de la gendarmerie. Alors, l'aspect téléphonique et mail, actuellement, on fait bien comprendre aux gens que ce n'est pas sur un simple mail ou un appel téléphonique qu'on déclenche. Nous, on demande à remplir, enfin nous, comme toute institution qui travaille précisément là-dessus, il faut remplir un rapport détaillé, ce qui est un peu lourd, mais le rapport détaillé est essentiellement pour filtrer les types de témoignages et leur contenu et leur précision pour savoir si on a une chance de pouvoir travailler dessus. Donc effectivement, ils nous adressent d'abord un premier mail ou un coup de téléphone, mais en aucun cas on va traiter à partir de là et ouvrir un cas à partir de là. En revanche, on a quand même un grand nombre de traitements qu'on traite en premier coup parce que, en fin de compte, on oriente de suite vers d'autres domaines, parce qu'éventuellement c'est des domaines qui ne sont pas les nôtres, ou simplement on a une réponse immédiate par des phénomènes très connus. Donc, comme en ce moment, toutes les histoires des Starlink, etc., tous les mois, on a des cinquantaines d'appels, de messages, etc. Donc, tout c'est là, on n'est pas là pour faire du chiffre, donc je les gère pas en cas. Je ne crée pas un cas GEPAN pour tous les appels qui sont des Starlink. Par contre, ce qu'on garantit aux gens, c'est qu'on enregistre tous les témoignages, même de ce type-là, mais que j'appellerais moi signalement. Et le témoignage, c'est quand j'en fais plus et je le transforme en base de données et une enquête. Donc, on reçoit quand même, l'an dernier, on a reçu plus de 1200 signalements quand même sur l'année et qui sont transformés en 182 enquêtes, quoi. Vous voyez, donc il y a une nuance, quoi. Donc, forcément, il y a un gros travail a priori, quoi. Ouais. Alors, au niveau de la gendarmerie, par contre, les informations qui sont montées sont peut-être déjà un peu mieux calibrées, parce que j'imagine que vous avez un protocole d'échange dont le gendarme est peut-être un peu plus habitué à manier de l'information, ou en tout cas à la transmettre de façon plus rationnelle. Donc là-dessus, il y a eu un énorme travail qui a été fait par tous mes prédécesseurs depuis donc de nombreuses années. Et c'est en ça où je trouve que le GEPAN était intéressant. C'est que le GEPAN, c'est pas le responsable instantané qui est intéressant, c'est l'accumulation des fonctions et des améliorations que chacun a fait. Et entre autres, ils ont rétabli depuis longtemps. Donc c'est pas du tout nouveau, de très bonnes relations avec la gendarmerie. Donc dans le COPEPAN, on a aussi des gendarmes qui participent au COPEPAN. Et donc j'ai des interfaces opérationnelles, au sens où effectivement on a un PV de gendarmerie spécifique qu'on a bien mis en place et où on a une diffusion d'informations spécifiques aux gendarmeries qui a été donnée par leur commandement. Donc ils connaissent le GEPAN. Et donc ils connaissent, et au sens maintenant, enfin j'ai quasiment plus de témoignages négatifs qui remontent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent bien les gens qui ont un constat d'observation. Justement, il n'y a pas « Oh, mais vous avez rêvé, c'est n'importe quoi ». Donc c'était un gros effort. Et c'est pas récent, hein, c'est depuis longtemps maintenant que les gendarmes traitent. Voilà, maintenant c'est à la marge, donc c'est un phénomène qui est connu, qui est compris. Alors, où je modère, c'est qu'en fin de compte, actuellement, en constat, en fait, il y en a très peu qui nous reviennent via les gendarmes. Vraiment, actuellement, c'est vraiment en direct. Via les gendarmes, j'ai peut-être 2 PV par mois, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Ah oui, c'est pas énorme, effectivement. Ah non, j'ai très peu. Et d'ailleurs, justement, on entretient, donc évidemment, on leur répond. On tient à entretenir et à remercier cette relation, mais c'est pas la source initiale principale. Peut-être, c'est une bonne chose justement parce que le GEPAN, et non pas que cette année, mais même les années précédentes, commençait à être connu, et donc pas mal de gens osaient venir nous voir en direct, et donc la source principale actuellement, c'est une source directe. En précisant une chose quand même, on insiste toujours, par exemple, c'est une des questions qui me posait, les journalistes qui nous amènent un cas, nous on leur dit c'est un cas justement, le GEPAN
s'approprie pas des cas tout seul et le GEPAN ne travaille pas sur les cas journalistiques. Par contre, il faut que ce soit le témoin qui vienne nous voir. Donc voilà. Donc on a une méthodologie qu'on a confirmée. Et d'une, parce qu'on a aussi des moyens qui sont limités, donc on peut pas nous s'auto-saisir parce que déjà on a beaucoup de cas qui nous arrivent, donc on s'auto-saisit pas. Et quand les journalistes viennent nous voir, on leur dit nous, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous répondre, c'est parce que je ne serai obligé de vous répondre que de généralité, de méthodologie. C'est le témoin qui connaît et c'est par l'utilisation de notre questionnaire et de cette interface qu'on peut arriver à avoir des informations précises. Et si je réponds à la va-vite, forcément, on a toutes les possibilités d'erreurs possibles, quoi. Oui, et puis bon, on va dire aussi de mécontentement, de dire on a traité le cas un peu vite. Donc, une chose à retenir, c'est que le GEPAN n'est pas un service d'astreinte, il n'a pas d'astreinte. Le GEPAN n'a pas de capacité d'intervention rapide. Le GEPAN n'est pas un service de sécurité. Je n'ai pas des radars. Moi, je reçois des mails. Ah, avec vos radars, est-ce que vous avez vu que... Non, c'est pas le rôle du GEPAN. Donc, le GEPAN n'a que des ordinateurs et 3 personnes en interface directe. Et donc, à partir de là, effectivement, on a des moyens de temps différés. Donc, on n'est absolument pas sur du temps réel et on est sur des délais qui sont toujours longs. Ce qui peut être une mauvaise compréhension, parfois, des rôles du GEPAN. Tiens, quand ça se fait que le GEPAN n'a pas encore dit ça. C'est pas son rôle. Ok, non, mais c'est important de le rappeler et de dire qu'effectivement, le GEPAN, ça reste un service. Vous avez un budget. Alors, je crois que vous l'avez. Alors, vous étiez intervenu dans l'émission de oui, on a réussi à me faire lâcher le montant. Donc, voilà. En plus, j'ai eu des retours derrière l'émission, donc je vais repréciser, oui, le budget de fonctionnement de 225 000 euros, hors les 3 salaires des CNES, parce que déjà on commençait à faire les calculs. Bon, c'est pour toutes les dépenses externes, donc c'est les supports techniques, c'est le remboursement des frais d'experts ou s'ils se déplacent ou des frais d'enquêteurs, c'est des études techniques, mais donc c'est hors les salaires CNES, puisque voilà, j'ai pas appelé. C'est pas un budget mirobolant non plus, quoi. Voilà. Ah ben non, ça c'est annuel et c'est standard, c'est fixe et on doit donc c'est pour ça qu'on n'a pas de moyens en propre autres que des investigations numériques et des investigations grâce aux enquêteurs et le support des experts. Mais tout est basé sur du témoignage humain aussi. D'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est ça. On n'est pas dans un domaine d'expertise où j'aurai des moyens techniques qui enregistrent. Il y a des choses qui sont très bien faites en France, comme le Fripon, etc. À un moment donné, on a eu une caméra, le GEPAN a eu une caméra, et du coup, le GEPAN a arrêté sa caméra et on a préféré la donner au Fripon, qui en fait un meilleur usage que nous, parce qu'eux, ils ont un réseau. L'intérêt, c'est pas d'avoir à un seul endroit une observation, mais c'est le réseau. Et donc, ça revient un peu à ce que disait Luc tout à l'heure, c'est le support d'expertise technique externe, à mon avis, là, a un rôle tout à fait à jouer par rapport au GEPAN. Alors, effectivement, Luc, donc voilà, on voit la différence, c'est que au niveau du Sigma 2, j'ai envie de dire, vous allez, si vous le souhaitez, pouvoir aller vous faire plaisir avec un cas international, en fait. Alors, se faire plaisir, ça dépend, il y a différentes façons de se faire plaisir. Voilà. Non, mais je ne voudrais pas qu'on laisse croire que, par exemple, la 3AF et Sigma 2, pouvant être assimilés à une organisation entre guillemets privée, bénéficient de budgets. On a encore moins d'argent et on n'a pas de. Soyons clairs, lorsqu'on travaille dans cette association, enfin en lien avec l'association, on bénéficie au fond, premièrement, de son image, qui est très importante. Parce que sur des sujets comme ça, si on veut être pris au sérieux, voilà, il faut montrer qu'on a un ADN particulier et que on a des aptitudes, des expertises qui permettent de s'intéresser au sujet sérieusement. Ça, c'est la première chose. Bon, donc là, ensuite, nous n'avons absolument aucun budget. Hein. Si on veut acheter un bouquin, celui de Robert Roussel ou un autre, l'un des premiers que j'ai acheté, c'était le bouquin de Peter Storrock sur UFO Evidence, le fameux séminaire de Pocantico. Voilà, on paye ça de notre poche. On n'a pas une bibliothèque payée par la 3AF, soyons clairs. Bon. Alors, pour revenir maintenant à la question des cas étrangers, eh bien, oui, on a cette possibilité, effectivement, de s'intéresser à des cas suffisamment renseignés. Ce fut le cas, par exemple, du dossier qui nous avait été soumis par le CEDA chilien, qui a commencé par nous envoyer des vidéos, enfin une vidéo infrarouge, et qui avait été envoyée à d'autres, d'ailleurs, hein, également à François Louange
et son équipe IPACO, mais François fait de différentes façons partie de différentes organisations et participe à la commission Sigma 2 aussi. Et donc, voilà, on avait reçu cette vidéo où on nous disait, bon, vous en pensez quoi? Avec un résumé extrêmement sommaire des faits. Et donc, on les avait remerciés, on leur a dit, écoutez, très franchement, on a un spécialiste vraiment d'imagerie infrarouge dans l'équipe. Bon, on trouve que l'image est d'une qualité assez moyenne, des saturations, et on ne vous dira rien de plus parce qu'on ne sait pas vous dire quoi que ce soit de plus à ce stade. Et l'histoire, c'est au fond que lorsqu'on a découvert l'article de Leslie Keane dans je ne sais plus quel journal américain, peut-être le New York Times, New York Times, ouais. Disant voilà, il y a un ovni. Hein, voilà, les Chinois ont vu un truc extraordinaire. Ce qui a attiré notre attention en particulier, c'est qu'elle mentionnait des données radar. Et donc, j'avais repris contact avec José Lé, qui était le numéro 2 du CEFA, en lui disant, José, on lit votre publication, vous avez, semble-t-il, plus d'informations, serait-il possible de les obtenir? Et il a répondu immédiatement, oui, bien entendu. Donc, il nous a transféré l'animation, des images radar, etc., et même des sondages atmosphériques. Et alors, à partir de là, on a pu se mettre au boulot et on a étudié le cas et on a reconstitué. Bon, tu as déjà eu l'occasion d'avoir la présentation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on a pu superposer des informations de contexte, c'est-à-dire plan de vol, la situation radar. Donc, on avait vraiment la trajectoire possiblement d'avion candidat. La vidéo infrarouge, la position de l'hélicoptère, et on a reconstitué l'image thermique des candidats et d'un avion en l'occurrence, et on a montré que tout ça coïncidait bien. Donc là, effectivement, on a pu creuser le sujet véritablement. Alors on l'a fait pour d'autres cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est lorsqu'il y a ce recueil d'informations techniques, on peut mettre en œuvre vraiment un certain nombre d'expertises et essayer de pousser le truc le plus loin possible. Ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs sur les cas américains. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, les vidéos de F-18, c'est pas qu'on a, comment dire, une prévention pour le faire. Simplement, on a la même prudence. C'est-à-dire que si on ne sait pas où est l'avion porteur de la caméra, sa trajectoire, donc reconstituer en 3 dimensions ce qui se passe, eh bien, on ne peut rien dire du tout. Donc, on préfère se taire. En revanche, on a exploité des cas américains qui sont dans les archives Blue Book, et vous verrez dans le rapport là qui va sortir bientôt de Sigma 2, on a mené un certain nombre d'analyses sur des cas survenus sur des bases américaines. On a comparé ça à des cas qui ont été signalés par les Iraniens, ça remonte déjà à pas mal d'années, qui avaient été enquêtés par la DIA américaine. Et on a regardé également des cas qui avaient été décrits par les Russes. Donc là, on a travaillé sur des recoupements de phénomènes, de caractéristiques. Ça vaut pas du tout les reconstitutions qu'on a faites avec le CEFA, mais il y a un fil conducteur. Donc voilà, on essaie de tirer profit des informations qui viennent de l'extérieur, et on va bien voir d'ailleurs si l'actualité américaine apporte plus d'informations. Peut-être, on verra. Voilà. Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'on constate. Alors, j'écoutais justement tout à l'heure une interview du président Obama qui lui aussi change un petit peu. Enfin, non pas, attention, hein, non pas que les officiels ou autres disent les extraterrestres sont là, mais qui disent oui, il y a un sujet et c'est un sujet de sécurité nationale, donc il faut s'y pencher. Voilà, c'est ça aujourd'hui le glissement sémantique qu'on est en train de voir et qui est super intéressant et qui permettra peut-être justement de récolter des témoignages importants plutôt que de dire c'est des bêtises d'OVNI, donc on ne s'en occupe pas, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est une démarche qui est plutôt saine, qui est en train de s'organiser, effectivement. Alors, on est presque déjà bientôt à l'heure, c'est vrai que ça passe très vite, mais c'est vraiment très intéressant de discuter avec vous. Et j'avais envie de vous demander, allez, on va dire un petit peu, c'est la dernière question, mais comment voyez-vous l'évolution de vos structures? On va commencer avec Monsieur Baldacchino. Comment voyez-vous l'évolution du GEPAN? Est-ce que vous pensez que c'est un service qui va se développer ou de dire bon, le sujet n'est pas vraiment grand public, donc on est paramétré comme il faut? Comment vous voyez les choses? Actuellement, ce que je peux dire qui est sûr, parce que ça a été reconfirmé en interne par le CNES, etc., la pérennité est assurée sur au moins un certain nombre d'années, parce que justement, en termes de
projet. Moi, je suis géré comme un projet en interne du CNES. Hein. Donc, c'est pas un projet au sens à faire prochainement, mais c'est une structure et c'est une méthodologie de gestion donc qui permet de valider dans les différentes institutions le financier, l'humain, l'organisation, etc. Donc, ce qui est confirmé, c'est que le GEPAN est pérennisé et sera pérennisé pendant plusieurs années, parce que c'est un des dossiers que j'ai monté qui a été confirmé. Donc ça, c'est sûr. En revanche, c'est sûr qu'on le limite en termes de moyens, parce que justement, en termes de sujets intéressants, et après, il y a le terme de priorité. Donc, le responsable, quand j'allais dire je, mais non, il ne faut pas personnaliser dans ces domaines-là, c'est le responsable à charge d'assurer des missions dans des moyens alloués, et s'il n'est pas d'accord, à ce compte-là, il ne postule pas pour revenir au GEPAN. Et donc moi, je n'ai pas été surpris. Par contre, on est totalement reconnu et intégré au CNES. Donc je bénéficie de la logistique du CNES, etc., puisque je suis moi-même CNES. Donc de ce côté-là, au niveau de la pérennité, déjà, c'est une première chose. Après, en termes d'évolution, je pense que le gros intérêt lié à la pérennité, moi j'ai souvent, ça peut être péjoratif quand je le dis comme ça, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Moi, je compare des fois la base de données du GEPAN à des notions de musée. Mais pour moi, la culture, c'est quelque chose d'important. Et donc, on a un musée, on a quelque chose à conserver. Par contre, un musée, moi, je considère que c'est quelque chose de très vivant, c'est quelque chose de très actif, qu'il faut continuer à améliorer. Et c'est dans ce but-là, moi, que je fais cette fonction, c'est-à-dire, d'accord, on pérennise, et entre autres, moi, je me sens pas le plus intéressé par des cas anciens, par exemple. Mais ça, c'est un intérêt personnel. En revanche, j'ai orienté ma priorité plus par des cas récents. Mais voilà, mais ça, c'est le passage de chaque responsable. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution dans le temps. Donc, une des opportunités qu'on peut avoir, nous, c'est de maintenir le lien qu'on a avec les techniques. Je pense que c'est ça le point important et qui est difficile. Parce que au niveau de la technique, nous, le CNES, on est un service technique, mais en fin de compte, on traite, nous, des témoignages humains, essentiellement avec peu de données techniques. Un peu des photos, un peu des caméras, mais c'est très, la plupart du temps, les gens ont des mauvaises qualités, ce qui est logique parce qu'ils sont surpris. Donc, ils sont honnêtes, ils sont surpris, ils sont pas là en train d'essayer de filmer. Donc, c'est assez logique. Donc, la nuance, c'est l'évolution que peut faire le GEPAN. Et ça, par exemple, dans le passé, ils ont fait beaucoup de travail. Le GEPAN a beaucoup travaillé sur des techniques de psychologie, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas psychologie du témoin, mais psychologie de l'enquêteur. Et ça, c'est un truc que je tenais à insister, c'est que nous tous, on se forme et on est formés, tous nos enquêteurs sont formés à un entretien cognitif qui est un entretien qui nous permet, lorsqu'on est en contact avec les témoins, à respecter le témoin, l'écouter, l'aider à se souvenir et surtout, nous, ne pas avoir des questions fermées. C'est une technique qui permet de remémorer en différentes phases l'événement. Mais pourquoi? Parce que notre source, elle est humaine. Elle est très peu technique. Et donc ça, c'est une des choses que j'avais peut-être pas le plus intuité quand j'ai pris le GEPAN, c'est que le contenu de la base, il est énorme, mais il y a peu d'éléments techniques. Donc effectivement, c'est une des difficultés. Et donc je pense que l'amélioration qu'il peut y avoir, c'est bien par une des choses qui a évolué beaucoup au GEPAN par le biais des temps, c'est le numérique. Le numérique a aidé le GEPAN à améliorer sa gestion interne. On a une super base de données, c'est très bien géré. On n'est plus comme dans la série OVNI avec les placards qui s'ouvrent et tout qui tombe. Hein. Bon, donc on a nos archives qui sont très bien classées. Donc c'est pas le souci. En revanche, le numérique permet des moyens techniques d'investigation, de recoupement, mais pas forcément sur la source technique elle-même, puisqu'on a peu de sources techniques. Donc peut-être que c'est ça qui manque et c'est là où on peut travailler sur. Donc par exemple, moi, les idées qu'on a en interne, c'est plus la caractérisation des phénomènes, mieux caractériser les phénomènes. Peut-être qu'on ne sait pas assez bien le faire, mais toujours du phénomène en termes de témoignage humain. Donc toujours pour essayer de l'expliquer. Donc la caractérisation. Toujours maintenir aussi un autre axe que j'ai en tête, c'est de maintenir les relations que l'on a avec nos institutionnels, par exemple pour avoir des circuits de communication qui permettent de confirmer. J'ai cité le CNOA de l'armée de l'air et de l'espace, mais on peut citer la DGAC avec qui on travaille aussi très bien. Donc on a des circuits d'information qui peuvent nous donner des informations complémentaires. Donc je pense que l'évolution, mais c'est le maintien et l'amélioration ou l'évolution, c'est un grand terme, mais c'est plutôt dans ce domaine-là. C'est toujours à voir quelle interface peut aider. Et dans ce cadre-là, il y avait la question que vous avez posée tout à l'heure, les associations
font partie d'interfaces. La seule chose, c'est qu'on n'est pas en commun à faire une enquête parce qu'on a des rôles et on a des responsabilités différentes. C'est en ce sens-là où simplement je fais pas une enquête avec des associations. En revanche, je m'adresse à des associations en termes d'experts ou en termes de compléments ou aller plus loin, etc. Donc voilà, moi je le vois plutôt le GEPAN, il est dimensionné, il est pérennisé. Par contre, il peut s'ouvrir sur des méthodes et puis améliorer ces méthodes puisqu'elles sont publiques, donc elles peuvent être critiquables, on peut les améliorer, on peut les faire évoluer, et c'est en ça qu'il peut y avoir des discussions avec des associations, avec d'autres experts du domaine. Bon, et on rappelle que je crois que c'était en février, on a bénéficié d'un habillage totalement renouvelé du site, très beau d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Merci. Ça, mais il est magnifique, effectivement. Et c'est vrai que c'est important en termes de communication d'avoir aussi des outils de communication modernes et si possible, plutôt sympa à consulter, effectivement. Et là, c'était une des preuves, comme quoi justement on est écouté en interne CNES. Quand je suis arrivé donc au GEPAN, c'était déjà en projet, mais ça ne l'était pas. Et donc là, effectivement, j'ai pas eu un budget complémentaire. Par contre, étant un service du CNES, j'ai bénéficié de la modernisation et du renouvellement des moyens. Donc, si vous voulez, c'est en ça aussi que le fait d'être un service CNES est un gros atout. C'est que là, j'avais pas un budget complémentaire d'investissement, parce que j'ai pas de budget d'investissement. Par contre, j'ai des moyens informationnels, et donc ces moyens informatiques ont été renouvelés, et tant qu'à faire, on les a renouvelés avec des systèmes modernes. Et là, effectivement, l'équipe communication a travaillé avec nous dans un but toujours d'essayer d'être mieux compris pour ce que l'on est, et non pas pour ce que l'on croit que l'on est, quoi. Non, mais c'est réussi, c'est un très beau site, effectivement, et ça, tout le monde l'a salué. Donc là, c'est une habitude. Merci bien. Alors, Luc, un petit peu même question. Sigma 2, comment tu vois l'évolution alors, juste une chose aussi, parce que je vous l'ai pas dit, monsieur Baldacchino, mais je vous dis aussi à Luc, vous savez que le GEPAN est cité, en tout cas régulièrement, par des intervenants américains. On a eu la chance, par exemple, d'interviewer Lou Elizondo, le fameux militaire qui a été responsable de la ATIP et qui, vraiment, loue la France et ses services d'enquête, en tout cas, à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi Chris Mullen. Alors, Chris Mullen, c'est le terme activiste n'est pas vraiment bon, mais un lobbyiste, en fait, il a fait beaucoup de travail auprès des politiques, auprès du Capitole, et qui loue aussi la France en disant c'est quand même super que la France ait réussi à avoir ce service, et on aimerait bien voir la même chose aux États-Unis. Donc voilà, c'est quand même. Et puis les Stikin, dont on a parlé tout à l'heure, qui loue aussi les services français, enfin en tout cas, de pouvoir avoir des tels services en France, et ça, c'est quand même pas rien. Et toi, Luc, alors comment tu déjà, est-ce que tu as envie de rester encore longtemps au Sigma 2? Voilà, c'est une première question. Est-ce que tu Moi, voilà, c'est pas une question que je me pose souvent dans la mesure où non, mais c'est une activité qui est une activité passionnante et qui, évidemment, au fur et à mesure que les choses évoluent, est susceptible de générer plus de cas intéressants, plus d'étonnements et donc plus de motifs de creuser le sujet. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, la commission Sigma 2, elle existe à la 3AF et elle y joue un rôle. Et donc, j'incarne effectivement le rôle du président, de l'animateur de ce groupe. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir le groupe croître en compétences. Et ça, je vais en parler. C'est le progrès pour pouvoir travailler davantage. Alors, j'ai envie de dire en même temps, et j'ai envie de commencer par ce que l'on ne fait pas et qu'on ne fera pas, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous ne sommes absolument pas voués et préparés à mener des enquêtes de terrain et à répondre, au fond, à des questions de témoins qui nous arrivent de temps en temps. Et on leur dit, écoutez, vraiment, si vous avez un témoignage à apporter, eh bien, prenez contact avec la gendarmerie, prenez contact avec le GEPAN. En fonction de ce que vous leur direz, ils verront s'il y a lieu à mener une enquête, et c'est exactement ce que Roger disait.
Nous n'avons pas vocation à nous mêler d'une enquête de terrain pour laquelle nous ne sommes pas préparés, pour laquelle il n'y a pas les personnes, ni les compétences, ni le nombre. Enfin bref, c'est pas notre sujet. Voilà. Donc, on ne le fait pas et on ne le fera pas. Maintenant, pour ce qui est d'évoluer, d'améliorer les choses, comme je l'ai dit, on a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est la recherche documentaire et la recherche des cas. Donc, on a une base documentaire qui est à perfectionner. On a d'ailleurs une informaticienne qui a aussi, je dirais, une formation dans le domaine de l'astronomie, etc. Donc, qui fait partie de l'équipe. Donc, on a un travail à faire pour mieux gérer nos données, voilà, la documentation, et explorer les bases documentaires qui existent à l'étranger. Ok, j'ai cité les dossiers américains. Il faut regarder également ce qui s'est passé du côté russe. On a commencé. Voilà. Le facteur de progrès pour nous, c'est plus de cas intéressants, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, alors, quand tu dis intéressant, Luc, c'est techniquement exploitable, on est bien d'accord. Oui, les cas techniques, voilà, on va le dire comme ça, des cas techniques, c'est-à-dire que il peut y avoir des témoignages intéressants et précis, sincères de témoins. Le problème, c'est que il va y avoir un travail fait, bien entendu, si nécessaire, parce qu'il y a enquête par le GEPAN. Notre valeur ajoutée à ce niveau-là, elle est quasi nulle. Elle prend effet à partir du moment où on a des traces radars, où on a enregistré des photons, où il y a un certain nombre de phénomènes qui se manifestent et pour lesquels on est amené à interpréter le phénomène. On a un médecin qui fait partie de l'équipe, qui est un spécialiste des rayonnements. Donc lui, c'est très bien, au travers de témoignages qui ont été apportés, porter un diagnostic et dire voilà, ça, c'est l'effet de micro-ondes de tel niveau, avec une atteinte au niveau cellulaire, au niveau du circuit cardiovasculaire, au niveau de la mémoire, etc. Voilà. Bon, voilà donc plus de cas, des cas venant de l'étranger aussi. Et puis, un autre axe de travail qui est très important, parce que les cas, il faut en faire quelque chose, c'est la physique. Et là, nos compétences se sont renforcées. C'est-à-dire que le fait que le sujet nous amène à intervenir, comme par exemple dans cette table ronde, ou avec Agora News, ou dans le film de Dominique Filleul, etc., ça soulève l'intérêt de la part notamment de scientifiques. Alors, il peut y avoir des personnes qui sont plutôt origine défense ou autres, qui sont à la retraite, qui disent mais finalement ce truc-là c'est pas farfelu et ça m'intéresse. Mais il y a aussi des gens qui sont dans la recherche, parfois jeunes, spécialistes de fusion de plasma, on en a un, de physique quantique, de biochimie. Et donc là, effectivement, ça durcit le noyau de compétences de façon à pouvoir approfondir un certain nombre d'axes de la physique. Et enfin, il y a un troisième sujet qui est aujourd'hui un petit peu en friche, qui a été évoqué d'ailleurs brièvement par Roger. Nous avons eu des contacts avec l'IMCCE, donc qui dépend de l'Observatoire de Paris, et qui a en charge le sujet concernant les météorites, les comètes, et donc l'observation par le réseau Fripon. Et là, on a en réflexion depuis plusieurs années un travail à faire pour améliorer ou les accompagner dans l'amélioration des traitements d'images, de façon à pouvoir filtrer non pas seulement les météorites, mais à faire des classes d'observation en triant les choses. Nous avons aussi un spécialiste de la foudre qui fait partie de l'équipe, qui est Raymond Piccoli. Et si on peut récolter de l'information et donc capter au fond des trajectoires, des pistes optiques d'objets type foudre en boule, etc., et puis travailler avec d'autres labos, eh bien, ce serait extrêmement intéressant. Non pas qu'on ait vocation à exploiter le réseau Fripon en première ligne, mais si le réseau 3AF pouvait faciliter la vie à l'IMCE pour recruter, par exemple, des thésards, pour intervenir sur ces aspects de traitement sur lesquels on pourrait les appuyer par nos compétences aussi, ou par des compétences qu'on trouverait dans le réseau 3AF, eh bien, on fera un pas en avant. Donc voilà. Et alors, dernier point, mais c'est un point d'interrogation, notre mandat et notre mission sont fixés dans le cadre dont on a parlé.
Bon, après, y aurait-il des opportunités de faire évoluer ce mandat et de mener telle ou telle action parce que telle institution a décidé de s'intéresser un peu davantage au sujet et de faire appel à nos compétences? Ça, on ne sait pas. On verra bien. Pour l'instant, on reste dans notre rôle et puis on verra ce qui se produit à l'avenir. Mais on n'a pas de boule de cristal. Donc, ouais. Vous avez des foudres en boule, mais pas de boule de cristal. Voilà. Et déjà, ça, c'est un sujet. Alors, je rebondis, on a eu la chance justement de faire une émission avec Raymond Piccoli, justement, qui nous a parlé de la foudre en boule aussi, mais de la foudre, donc qui est sur notre chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une émission vraiment passionnante. Mais écoutez, messieurs, je vous remercie vraiment parce que moi, je pense qu'à travers cette émission, les gens qui connaissaient peut-être pas tout à fait bien vos services vont bien comprendre quelles sont vos missions, et surtout quelles sont vos complémentarités, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie complémentarité dans l'émission, et ça, c'est vraiment important. Donc, un grand merci pour avoir apporté tous ces éclaircissements. Donc, on va clôturer cette émission, mais allez, j'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être un petit peu plus légère pour clôturer cette émission. Je vais vous la poser à tous les deux, mais alors je vais commencer par Luc. Luc, au final, sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une vraie question, mais qui est une question à la fois scientifique et à la fois philosophique. Voilà. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une évolution dans le domaine scientifique ces dernières années. Il y a à peu près 6-7 ans, il y avait un certain nombre d'informations sur la recherche en exobiologie, exoplanète. Nous avions participé très ponctuellement, d'ailleurs avec le GEPAN, à un numéro hors série de Science et Vie, où il y avait effectivement 2 pages ou 1 page et demie sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés et tout le reste, bien entendu, sur l'exploration de l'univers, les exoplanètes. Et bon, Sigma 2, comme l'IMCCE d'ailleurs, avait eu droit de citer, ponctuellement. Et pour le reste, voilà, les ponts, c'était un sujet de rigolade, quoi. Même à la 3F, d'ailleurs, certains, bon, alors les petits hommes verts, ça va bien. Bon, on n'en est plus là. Il y a un intérêt qui, évidemment, est aussi, je dirais, qui résulte d'une certaine actualité. Et évidemment que la question des manifestations qui sont observées, des phénomènes et de leur origine, et je dirais entaché pour certains cas, entaché, en tout cas lié à des causes qui sont très difficiles à cerner, et c'est là qu'on attend effectivement des sujets concernant les sciences et la physique, comme semblent laisser entendre certains Américains, mais on verra bien de quoi ils parlent réellement, et on verra si la connaissance de l'univers progresse. Au plan philosophique, et j'en termine là-dessus, eh bien, il se trouve que nos interventions ont suscité l'intérêt d'un philosophe, d'un prof de philosophie. Voilà. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne sais pas s'il le souhaite ou pas. Il peut faire à l'occasion peut-être d'une émission qui se fera un jour. Mais nous avons un prof de philo qui a écrit d'ailleurs sur les sujets, qui est un spécialiste de Descartes, qui a souhaité rejoindre la commission. Alors, ce qu'on va faire, tu donnes pas son nom, mais tu donnes des indices quand même. Pour pas mélanger les genres, on va avoir nos séances qui sont des séances purement techniques, scientifiques, etc., auxquelles il participera, parce qu'il a un intérêt pour le sujet et souhaite se documenter. Et en même temps, nous sommes en train de discuter avec lui de thématiques plus philosophiques concernant, eh bien, effectivement, bon, la vie dans l'univers, certes, mais l'impact de certains aspects scientifiques sur l'esprit humain. Enfin bref, voilà. Donc c'est une petite note finale philosophique qui ajoute aux attraits de l'association. Voilà. Ouais, moi je suis ravi qu'il vous rejoigne. Je vous dis franchement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc bravo Sigma 2. Monsieur Badaccino, pour finir la même question, sommes-nous seuls dans l'univers? Moi j'aurais 2 réponses. Une réponse GEPAN et une réponse Roger Baldacchino.
Voilà, parfait. Alors la réponse GEPAN, c'est de dire le GEPAN fait partie du CNES et le CNES est intéressé énormément par ça parce que le CNES fournit de l'instrumentation pour participer à des missions d'exploration et à des services, des directions qui s'occupent. Et c'est vraiment un phénomène, pas un phénomène, là, c'est un domaine très passionnant de l'exploration spatiale. Donc forcément, c'est intéressant, mais ce n'est pas le domaine du GEPAN. Bon, ça, c'est le GEPAN, lui, est vraiment dans un domaine très précis d'explication et témoignage. Alors ça, c'était la réponse GEPAN. Et puis sinon, il y a la réponse Roger Badakido, mais j'espère bien qu'on n'est pas seul dans l'univers. Ouais. J'espère bien, ça serait vraiment dramatique par rapport à l'aspect philosophique. J'espère bien, moi, qu'effectivement, on arrive à découvrir des choses. Alors peut-être pas au niveau où on l'espérerait, c'est-à-dire d'être avec qui on pourrait communiquer, mais les petits pas font les grandes avancées. Ouais, comme dirait Carl Sagan, ce serait quand même un beau gâchis d'espace si nous étions seuls dans cet univers. Mais bon, voilà. Je voudrais rajouter juste un mot, si tu permets, Avec et par rapport à ce que disait Roger, non pas spécialement un mot personnel, mais une réflexion sur la recherche scientifique sur ce sujet. Il est très important de chercher et de faire de la recherche, des expérimentations et d'envoyer des sondes pour sonder l'espace et mieux connaître l'univers et le scruter. Et en même temps, il est très important également de scruter au fond ce qui est l'univers tout près de chez nous, c'est-à-dire dans notre environnement. Et c'est là, effectivement, que des disciplines comme la physique quantique, parmi d'autres, sont très importantes. Et c'est là qu'il est très important que le monde de la recherche s'intéresse à l'observation, à la compréhension de ces phénomènes en profondeur. Car il n'est pas impossible qu'il y ait des clés à la question que tu évoquais dans notre univers immédiat et dans la physique, je dirais des particules. Voilà. Et ça, c'est pas à des centaines de millions d'années-lumière, ce qui n'enlève absolument rien, encore une fois, aux recherches qui sont menées dans l'espace profond. Voilà. Ben, on est bien d'accord, effectivement. On est bien d'accord. Merci, messieurs. Vraiment, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Et puis, un vrai plaisir de vous écouter. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas respecté l'heure, hélas, on a un petit peu dépassé, mais encore une fois, merci de nous avoir consacré autant de temps. On est vraiment ravis au Maybe d'avoir pu vous accueillir, d'avoir pu parler avec vous. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Et bon. Merci Roger. Merci bien. Au revoir Luc. Bonsoir. Et bien sûr, nos portes vous sont ouvertes. Luc le sait, mais voilà, n'hésitez pas. On est à votre disposition pour échanger. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur l'antenne du Maybe Planet. Ciao, ciao. Jingle.